Bonjour à tous et merci pour votre présence pour ce webinaire sur les stratégies mobilité 2020-2030 sur le territoire de la CC Max. Je me présente, je m'appelle Franck Lopescu, je travaille pour le bureau d'études TTK et je suis intervenant donc pour ce webinaire. L'enjeu de ce webinaire, c'est de pouvoir parler avec vous, que on puisse intervenir pour partager des considérations générales sur le sujet de la mobilité, pour vous présenter les résultats saillants de l'enquête en ligne qui s'est déroulée sur le territoire il y a quelques mois, à la fin de l'année 2020, et pour parler avec vous du territoire et des problématiques de mobilité. Les enjeux pour vous, c'est de vous sentir mobilisé sur différents sujets dans le cadre d'une démarche participative et citoyenne, de partager votre vision du territoire et de partager vos attentes sur les évolutions de la mobilité. Donc, on a une petite présentation dans laquelle on va parler d'éléments généraux sur la mobilité, et puis présenter ensuite quelques résultats saillants de l'enquête en ligne. Si vous souhaitez intervenir, poser des questions, faire des remarques, vous pouvez tout à fait le faire en inscrivant des commentaires sur Facebook, dans la partie commentaires, et puis on essaiera d'y répondre au fur et à mesure de cette présentation. L'idée, c'est que je puisse voilà, d'avoir quelque chose d'assez interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions à tout moment. Donc, premièrement, un peu de pédagogie, je dirais, sur la mobilité. Euh, alors, de manière assez incontestable, si on devait caractériser la mobilité dans notre société aujourd'hui, on dirait que nous vivons à l'ère de l'automobile. Jusqu'au 19e siècle, les gens se déplaçaient principalement à pied ou à cheval, et les déplacements étaient de très courtes distances en lien avec les activités principalement agraires de la population. Euh, c'est la révolution industrielle et l'essor des chemins de fer qui vont permettre à la fois des déplacements plus longs et plus rapides. Et on assiste justement à cette époque à une première dissociation, et c'est un terme très important, entre les lieux d'habitat et les lieux d'activité. Et c'est seulement dans la seconde partie du XXe siècle qu'on assiste à la démocratisation de la voiture. Donc c'est vrai qu'à l'échelle de l'histoire, l'avènement de la voiture, qui aujourd'hui caractérise énormément de choses et structure énormément de choses dans notre société, est très récent. La voiture, elle va apporter de la liberté, de l'autonomie, du confort, même un certain prestige. Elle va modifier aussi notre rapport à l'espace et au temps. Elle va conditionner la structure et la forme d'un territoire. Parce qu'en fait, la voiture, elle permet une dissociation des lieux de logement, d'équipement, de services, de commerce et d'emploi. Et du coup, l'aménagement du territoire va permettre justement de considérer que ces différents lieux de vie vont se trouver à des endroits différents sur le territoire. Par là même, on va augmenter donc les distances journalières parcourues. Alors qu'avant, on pratiquait des distances très courtes, dans le courant d'une journée, c'était au maximum quelques kilomètres, la voiture va permettre de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Dans son développement, la voiture est accompagnée par un système complet. On a à la fois des infrastructures qui permettent de se rendre facilement et rapidement d'un point A à un point B, la maintenance à la fois des infrastructures mais aussi des véhicules, et il y a toute la signalisation qui va avec. Et donc, d'une certaine manière, la démocratisation de la voiture va aussi entraîner, de par les impacts qu'elle a sur la structure d'un territoire, une certaine forme de dépendance. On dit que la voiture crée des distances
qu'elle est la seule à pouvoir parcourir facilement. Cette situation, cette modification qu'on constate, cette liberté aussi que permet la voiture, elle a un certain coût euh, qu'on va percevoir au fil du temps. Tout d'abord, dans les années 70, on assiste aux premières contestations au regard de l'automobile. Ça commence tout d'abord par des campagnes qui naissent de prévention routière, parce qu'on constate un taux de mortalité très important sur les routes. Notamment dans les années 70, on recense jusqu'à 18 000 morts par an en France, quand on sait que aujourd'hui, en période normale, on est autour de 2000 ou 3000. Et c'est également les chocs pétroliers dans les années 70 qui font prendre conscience de la dépendance euh, du prix du carburant, enfin de la dépendance au carburant et aux aléas de son coût pour pouvoir se déplacer. Dans les années 80-90, on a une autre forme de prise de conscience par rapport à la voiture. C'est une prise de conscience d'ordre environnemental. Tout d'abord, avec la conscience de la pollution locale de l'air et de l'impact sur la santé. Et c'est dans ces années qu'on commençait à se développer des normes sur les émissions des moteurs. Et également l'impact des émissions de CO2 sur le climat, comme autre dimension de la prise de conscience environnementale, plus dans les années 90, 2000, voire 2010, pour un public de plus en plus large. En 2018, on a environ un tiers des émissions de CO2 qui provient des transports en France, donc plus de la moitié de ces un tiers qui provient de la voiture. Et on a des engagements au niveau international, au niveau national et même au niveau local, puisque la CCMAC s'est également engagée sur ce chemin-là, des engagements de réduction des émissions. On a d'autres effets adverses qui sont recensés pour la voiture, le bruit, le phénomène de congestion, et également l'impact sur la morphologie du territoire et sur la proximité. Cette dissociation des lieux de vie, d'habitation, de commerce, de travail, elle peut entraîner aussi parfois une périphérisation des activités commerciales. Donc, ça devient parfois assez difficile de se déplacer sur des courtes distances pour pouvoir accéder à des commerces et pour pouvoir accéder à des lieux de vie. Les grosses infrastructures, les grandes infrastructures aussi de transport, qui ne sont pas forcément facilement franchissables, créent aussi des effets de coupure qui affectent les déplacements de proximité, qui les rendent parfois impossibles. On peut se poser la question de comment on choisit de se déplacer. On voit sur ce graphique à la verticale le degré de flexibilité d'un mode de déplacement et à droite les distances qui peuvent être parcourues par un mode de déplacement. Et dans les différentes bulles, on voit donc différents modes de déplacement et on se rend compte en fait que la voiture, elle permet de répondre à un ensemble de besoins de déplacement, à la différence d'autres modes qui vont ne répondre que à certains besoins en fonction de la flexibilité qui est attendue, en fonction de la distance qu'on souhaite parcourir. Donc ça explique aussi le fort attrait pour la voiture. On peut se poser la question pourquoi il peut être difficile de changer de mode de déplacement. Pour répondre à cette question, part du principe que le choix de mode de déplacement répond à une multitude de critères. On va avoir d'une part des déterminants objectifs, c'est-à-dire l'offre qu'il existe pour se rendre d'un point A à B, ce qui est possible en fait d'utiliser, et d'autres déterminants subjectifs qui sont un peu plus personnels, à savoir ce que je vais être amené à choisir dans le champ des possibles. Et dans ces déterminants subjectifs, il y a un certain nombre de critères. On va répartir suivant trois catégories, à savoir le coût global, le coût psychologique et le coût social. Dans le coût global, on va prendre en compte l'argent. Combien me coûte le déplacement?
C'est quelque chose qui est facilement perceptible si on utilise par exemple un transport en commun ou un taxi, parce qu'on va payer le déplacement soit avant, soit après, mais on sort l'argent à ce moment-là. C'est quelque chose qui est un peu moins perceptible quand on utilise par exemple la voiture, parce que c'est un coût qui est qui est très ponctuel et qui ensuite qui est à faire que ponctuellement. Un autre critère, c'est le temps. Combien de temps ça va me prendre pour aller du point A au point B, euh, sachant que c'est un critère qui vient très facilement se mélanger avec celui du confort. C'est-à-dire qu'on va être prêt à accepter de passer peut-être un temps plus long si on le passe dans une situation un peu plus confortable. Ensuite, dans le cadre des coûts qu'on appelle psychologiques, on va trouver le stress. Est-ce que mon déplacement est stressant parce que c'est quelque chose de nouveau, ou alors parce que les origines et destinations sont nouvelles, ou alors parce que le mode que j'utilise n'est pas familier. On va avoir la fiabilité. Est-ce que je suis sûr d'arriver à l'heure là où je souhaite aller? Et on va avoir la sécurité. Est-ce que je suis sûr d'arriver en un seul morceau là où je veux aller? On a également ce qu'on va appeler le coût social, le coût sociétal, à savoir l'image. Quelle image auront les gens de moi si je me déplace avec tel mode de déplacement? Et aussi l'aspect environnemental. Quelle conscience je vais avoir de mon choix de mode de déplacement par rapport à l'empreinte que j'ai. Ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, que la manière dont on va répondre à ces différentes questions et la manière dont on va jauger ces différents critères, ça va évoluer à la fois en fonction des catégories sociales, de la structure du ménage, mais aussi et surtout tout au long du cycle de vie. Et la réponse qu'on apporte à ces questions est donc très variable et peut-être différente pour chacun. Pour donner un exemple un peu plus concret et donc pour se rapprocher donc de ce qui se passe sur le territoire de la CC Max, vous voyez ici à droite une carte qui présente les principaux flux domicile-travail entre les communes de la CC Max. Donc ce qu'on voit, c'est le déplacement des actifs sur le territoire chaque jour dans le cadre de leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail. Euh, donc, ce sont des données publiques accessibles sur le site de l'INSEE. Ces données datent de 2016. Et il se trouve que sur environ 25 000 actifs habitants sur le territoire de la CC Max, on a une répartition assez équilibrée, à savoir que un tiers des habitants travaillent au sein de la commune où ils habitent. On a également un tiers des habitants donc sur le territoire qui travaillent dans une autre commune de la CC Max, et un dernier tiers qui habite sur la commune et qui habite sur la communauté de communes et qui travaille à l'extérieur du territoire. Donc, si on fait le bilan, on a quand même 2 tiers des habitants qui habitent et travaillent au sein de la communauté de communes. Et en termes de mode de déplacement utilisé dans ces statistiques, on constate que 83% des déplacements se font en voiture, 12% des déplacements se font à pied, 5% en deux roues motorisées et moins de 1% en transport en commun et en vélo également une proportion extrêmement faible. Euh, alors que on fait le calcul que soit environ, en moyenne, 71% de ces déplacements entre les lieux de domicile et les lieux de travail sont inférieurs à 7 km. Alors pourquoi 7 km? Parce qu'on va considérer que 7 km, c'est une distance qui est assez facilement réalisable à vélo ou à vélo assistance électrique en environ un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure. Et quand on regarde non pas uniquement les flux domicile-travail, qui est un des motifs de déplacement dans une journée, mais si on regarde des flux de déplacement tout motif, en fait, cette proportion des déplacements inférieurs à 7 km, elle monte jusqu'à 79%. Donc, ce qui signifie que
sur le territoire, on peut en déduire qu'on a une grande partie des déplacements qui sont de courte distance et qui se font principalement en voiture. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, entre autres. Voilà, on peut voir si, je sais pas, parce que j'ai pas forcément de retour, mais si jamais il y avait déjà des questions ou des commentaires auxquels on pourrait répondre pour être un peu dans l'interaction, pourquoi pas. Sinon, on peut passer aux principaux résultats de l'enquête en ligne. Il n'y a pas encore de questions. Il n'y a pas encore de questions, et bien très bien. Donc passons aux résultats donc des éléments saillants de l'enquête en ligne. Alors c'est une enquête qui avait quand même un certain nombre de questions, donc l'idée là, c'est pas forcément de traiter, de présenter l'ensemble des résultats, mais seulement de choisir quelques résultats saillants qu'on voulait vous présenter dans le cadre de ce webinaire. Sachant aussi que les résultats complets de cette enquête sont disponibles en ligne ou vont être diffusés, s'ils ne le sont pas encore déjà aujourd'hui, ils vont être diffusés dans leur intégralité à l'ensemble de la population. Via, il me semble, le site internet de la communauté de communes. Donc, si je dis bêtises par rapport à ça, de toute manière, il est tout à fait probable qu'il y ait des communications sur les réseaux sociaux et sur le site de la CCMax pour justement faire la promotion et puis laisser les gens justement télécharger les résultats complets de cette enquête en ligne. Mais présentons tout d'abord quelques résultats. Alors, ce questionnaire, il a été mis en ligne entre le 18 novembre et le 15 décembre, donc quasiment pendant un mois, à la fin de l'année dernière. Plus de 1000 personnes, 1106 personnes ont participé, donc c'est quand même nous qui menons ce type d'études sur différents territoires, c'est vraiment un très bon taux de participation, ce qui traduit à la fois l'intérêt des habitants pour cette démarche, mais également les efforts qu'il y a eu dans la diffusion de cette enquête, de la part de la communauté de communes, mais également des mairies. Alors, il y a un point qui est très important de noter. Comme toute enquête, comme toute statistique, il est important de prendre des pincettes dans l'interprétation des résultats. Et là où on attire un petit peu l'attention, c'est qu'on a une surreprésentation des plus de 30 ans, des employés et des retraités par rapport aux statistiques sur l'ensemble de la population. Donc ce sont des profils qui ont répondu de manière très importante. Et à contrario, on va avoir une sous-représentation, notamment de certains d'autres profils, comme notamment les jeunes, les jeunes, profils des générations un peu plus jeunes, et également également les ouvriers. Donc tous les résultats qu'on propose, ils sont à prendre avec des pincettes parce qu'on a un biais de représentativité. Déjà en interrogeant 1000 personnes sur un territoire qui en compte 30 fois plus, c'est sûr que forcément on a un échantillon qui n'est pas obligatoirement représentatif. En gardant cela en tête, passons maintenant à quelques résultats. Alors, un premier élément important qu'on souhaitait aussi mettre en lumière, c'est le fait qu'on ait des habitants qui, globalement, sont concernés par des enjeux environnementaux. On le voit dans le premier graphique qui est en haut, où à la question de lister les principaux inconvénients de la voiture, on trouve en premier lieu le budget consacré, mais en deuxième et troisième lieu, la pollution locale et la contribution au réchauffement climatique, donc qui montre voilà, une certaine sensibilité sur la voiture. Et ces deux sujets qui arrivent, par exemple, bien avant la congestion, par exemple.
cette sensibilité environnementale, elle se manifeste aussi quand on pose la question, est-ce que vous vous sentez responsable de votre empreinte environnementale, de l'empreinte environnementale de vos déplacements, et est-ce que vous souhaitez la réduire? Et là, on a presque 90% des répondants qui s'expriment de manière positive là-dessus, c'est-à-dire qu'ils souhaitent, qui se sentent responsables et qui souhaitent réduire leur empreinte. Une proportion donc relativement importante. Euh, on a dans le questionnaire figuré aussi des questions sur la perception de la circulation en voiture sur le territoire. On montre ici les résultats de la perception de la circulation en période estivale, une période justement qui est un peu plus compliquée qui a tendance à être un peu plus compliquée pour les déplacements. Et il se trouve que il y a près de 3/4 des répondants qui considèrent qu'on a une circulation au moins dense sur le territoire en période estivale. Et les points noirs de circulation sont localisés sur les axes littoraux, sans grande surprise pour un territoire aussi touristique que le vôtre, à Cap-Breton, également Tyros, Osgore. Donc ça, c'est les 4 réponses qui ressortent le plus. On avait également posé cette question sur la perception de la circulation en période hors estivale, hors période estivale, et il se trouve que les proportions étaient inverses, c'est-à-dire qu'il y avait seulement un tiers des personnes qui étaient vraiment gênées par la circulation, on va dire. Et là, les localisations des points noirs étaient principalement sur l'axe de la RD 810, donc l'axe traversant est-ouest du territoire, et principalement donc Saint-Vincent-de-Tyros, Saint-Jean-de-Marais, mais en fait sur tout cet axe-là, qui va avoir tendance à être effectivement tendu pendant notamment aux heures de pointe de la journée. Il y avait une question qui était très intéressante également, qui portait sur l'estimation du coût de la voiture. On a demandé donc aux répondants d'estimer le budget, leur budget mensuel pour l'utilisation de la voiture. Donc, on obtient une réponse moyenne à 300 €, mais en fait, 80% des répondants considèrent que leur budget est inférieur. En fait, on calcule la moyenne en faisant la somme de tout et en divisant par le nombre de répondants, mais c'est pas forcément valeur représentative. Donc c'est pour ça qu'on utilise un autre indicateur statistique qui est la médiane, à savoir la médiane, c'est il y a autant de personnes qui ont répondu au-dessus qu'en dessous, et donc on va avoir une médiane à 170 €. Donc on a également interrogé les répondants sur leur avis sur leur mode de déplacement principal. Et c'est assez intéressant donc de se rendre compte qu'on a d'une part une envie de changement qui vient se confronter en fait à euh, bah, peut-être l'absence d'avoir une offre alternative suffisamment attractive, attrayante et efficace. On a également interrogé les habitants sur une question très intéressante, à savoir est-ce que la circulation automobile doit être facilitée en résolvant les points noirs de circulation et en aménageant de nouvelles routes. Et il se trouve que 70% des répondants sont d'accord avec cette proposition, ce qui vient soulever un certain nombre de questions également et qui vient mettre d'une certaine manière en lumière des paradoxes que je vous propose d'aborder maintenant. Parce qu'effectivement, d'une part, on observe que la voiture, c'est un mode de déplacement indispensable pour de nombreux habitants. Et qu'une grande partie de ces habitants, dans le cadre de l'enquête, se prononcent pour une fluidité des conditions de circulation, une diminution de la congestion via des projets pour résorber les points noirs et l'aménagement de nouvelles infrastructures. Or, il y a une certaine contradiction entre cela, d'une part, et le fait que, dans la mobilité, il y a un certain risque,
dans l'aménagement de nouvelles infrastructures. Parce que construire de nouvelles routes, ça va avoir tendance à favoriser les extensions urbaines et l'étalement urbain. On va rendre accessible à l'urbanisation aussi d'un certain territoire qui n'était pas forcément au préalable. Donc on va rajouter de la population dans certaines zones, ce qui va avoir tendance à contribuer en fait à des flux de mobilité déjà existants en voiture, et ce qui va contribuer donc à la congestion et donc à la nécessité à nouveau de construire de nouvelles routes. C'est un risque qui existe la mobilité, parce que construire une nouvelle route, c'est une sorte d'appel d'air, c'est créer du vide, et la nature déteste le vide, elle va le remplir. Donc, on peut avoir tendance à penser que construire une nouvelle infrastructure, ça ne va pas forcément résoudre des problèmes à long terme, mais plutôt seulement à court terme, et ça va les repousser justement à un horizon, à simplement les repousser à un horizon plus lointain. Par ailleurs, il se trouve que favoriser l'attractivité de la voiture via la construction de nouveaux aménagements peut également impacter le changement de mode et la volonté de changement de mode, qui est un des souhaits exprimés par les répondants. Si on se situe dans une situation où la circulation en voiture reste très facile, très agréable et sans aucune difficulté, on ne va pas forcément avoir tendance à envisager d'utiliser un autre mode, comme on en discutait, enfin comme on le présentait en tout cas tout à l'heure, sur les déterminants à l'utilisation d'un mode de transport. On se pose également la question des flux de transit qui participent à la congestion, à savoir des flux qui n'ont ni origine ni destination sur le territoire, et qui utilisent aujourd'hui en partie la RD 810, et qui pourraient peut-être éventuellement se reporter sur des infrastructures plus capacitaires comme l'A63. Donc ça pose un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse, mais qu'il est intéressant de se poser. À savoir comment faire face aux désagréments induits par la voiture, euh, comment peut-on à la fois fluidifier le trafic et rendre les autres modes attractifs, et est-ce qu'on doit le faire? Il faut aussi garder à l'esprit que le développement de nouvelles technologies comme la motorisation électrique va permettre de réduire les émissions, surtout pendant la phase de fonctionnement, mais qu'elle n'aura pas vraiment d'impact sur la circulation, la congestion sur le territoire. Euh, donc voilà pour cette première partie sur le questionnaire. On va maintenant s'intéresser à la perception qu'ont les répondants sur l'alternative à la voiture. Alors ça, si jamais il y avait des questions et des remarques, ça pourrait être intéressant d'avoir un peu d'interactivité. Il souhaiterait qu'on parle de réseau pouce qui semble abandonné sur le territoire. Seuls 2 parkings aménagés à La Benne et Souston. Euh, Alors, euh, réseau, alors peut-être, alors c'est une question très intéressante, et on se la garde, et je pense que on va aborder ce sujet plutôt à la suite de la présentation, si c'est OK. Mais je me demandais peut-être si en lien avec les choses qui ont été présentées déjà jusqu'à présent, il y avait des questions. Pas Bernard? directement sur les résultats du questionnaire. OK. On a des, euh, on a également interrogé donc les habitants sur leur perception des solutions alternatives à la mobilité, à savoir en premier lieu le covoiturage, pour lequel on observe un engouement très modéré, puisque la première euh, réponse qui apparaît, ce serait qu'aucune mesure ne serait vraiment incitative à l'utilisation du covoiturage. Ce qu'on peut expliquer de deux manières différentes, à la fois parce que le moment où cette question a été posée n'était peut-être pas le plus opportun pour la pratique du covoiturage, mais aussi parce que
le covoiturage est une pratique qui séduit principalement les nouvelles générations, sociologiquement. Ce qui et or, dans les réponses au questionnaire, on avait évoqué une sous-représentativité donc de ces nouvelles générations. Quoi qu'il en soit, on a des réponses, euh, des idées en tout cas qui étaient mises en avant, des mesures mises en avant, à savoir une meilleure mise en relation avec les covoitureurs potentiels. Et c'est vrai que c'est un outil qui manque sur le territoire pour favoriser la pratique. Et ressort également la possibilité d'avoir des tarifs préférentiels sur la 63 pour les covoitureurs. On sait qu'il existe différentes expérimentations de ce type, ça et là en France, avec notamment euh, la possibilité aussi d'avoir des lignes réservées sur l'autoroute pour le covoiturage. Euh, on a également interrogé sur les mesures incitatives à l'utilisation du réseau ferroviaire. Et il se trouve que les réponses vont plus porter sur la question de l'accessibilité aux gares du territoire, puisque la première et la quatrième des réponses qui viennent le plus, ce sont les conditions de stationnement en gare, mais également l'amélioration des cheminements piétons et vélos vers la gare. Euh, donc voilà, c'est ce qui ressort. Donc là, on a vraiment des questions de la manière dont on accède et la manière dont on stationne en gare, euh, plus que l'utilisation en lui-même du train. Et on a également une réponse qui arrive à la deuxième position, qui est celle du tarif plus attractif sur les abonnements, qui est qui est un peu une surprise d'une certaine manière parce que le prix des abonnements du train est relativement compétitif. Disons, comparé à la voiture, en tout cas, il est relativement compétitif. Euh, et aussi parce que pour les employés de différents types de structures, les abonnements peuvent être pris en charge à 50%, euh, à minimum. Euh, Maintenant, pour la question, la perception des pistes enfin, sur le transport en commun. Donc là, quand on parle de transport en commun, on fait plus référence au réseau de transport en commun, donc bus, car sur le territoire. Alors, on a posé, alors tout d'abord le graphique du bas sur les mesures incitatives à l'utilisation du transport en commun. Ce qui ressort en premier, ce sont les fréquences plus élevées et les horaires mieux adaptés. Donc là, on a vraiment cette question de l'adéquation entre le service qui est proposé et le besoin de déplacement pour les actifs, par exemple. Euh, et puis la troisième point qui va ressortir, c'est l'arrêt plus proche du domicile, parce que effectivement, on va avoir que un cinquième en fait de la population sur le territoire qui se trouve à moins de 200 ou 300 mètres d'un arrêt IEGO. Euh, et pour venir au premier graphique, en fait, on a posé les questions sur des pistes d'amélioration pour l'offre de déplacement domicile-travail, mais également pour l'offre de déplacement domicile loisir, domicile achat, domicile démarche administrative. Et il se trouve que pour le motif de déplacement domicile-travail, c'est le transport en commun qui arrive à la première position devant les pistes d'amélioration sur le réseau cyclable. Donc ça traduit quand même un certain attrait pour le transport en commun. Euh, Concernant le, les, concernant maintenant les mesures incitatives sur l'utilisation du vélo, ce qui va ressortir en premier, ça va être le besoin de plus d'aménagements cyclables sécurisants à la fois entre les communes, mais également au sein des communes. Donc là, on a voilà, vraiment
des attentes qui vont concerner des aménagements sécurisés qui permettent de rassurer les gens dans le cadre de leur déplacement. Il se trouve que sur ces pistes à privilégier pour d'autres types de déplacements, comme les déplacements de proximité, des marches administratives vers les lieux d'achat et de loisirs, ça va être le vélo qui va à chaque fois arriver en première place comme une piste à privilégier. Donc, ce qui traduit un attrait pour le vélo et qui fait écho d'une certaine manière au taux d'équipement chez les répondants au questionnaire, puisque on va avoir 80% des répondants qui possèdent un ou plusieurs vélos dans leur ménage, soit finalement plus que de voitures. Donc on a un taux d'équipement en vélo qui est assez significatif pour une pratique qui est probablement aujourd'hui plus considérée à ce jour pour une utilisation de loisirs ou touristique, mais ça reste un socle sur lequel on peut s'appuyer pour développer la pratique. On constate également une proportion de vélos à assistance électrique non négligeable avec près de 15%. Donc voilà pour ces résultats du questionnaire. Peut-être juste pour terminer, avant de passer à des questions, des remarques, une petite synthèse des enjeux de mobilité en milieu périurbain et rural. La mobilité, c'est nécessaire de le rappeler, est probablement quelque chose qu'on ressent de manière encore plus vive en ce moment. C'est un des socles fondateurs de l'activité humaine puisqu'elle permet des échanges, des rencontres et des interactions sociales. On considère qu'elle doit être accessible et garantie pour toutes les catégories de la population. La voiture, elle va apporter liberté et autonomie, mais également elle a un certain coût qui va remettre en cause son caractère hégémonique. Elle crée aussi surtout une dépendance de par un système global d'aménagement du territoire. Et puis ce qui concerne l'évolution des mobilités, on est dans une phase là où on fait des constats dans le cadre de travail qu'on mène avec la CCMAX, pas encore à celui des solutions. Mais on peut quand même garder à l'esprit que la voiture, elle restera utile et indispensable pour certains en milieu périurbain et rural. Euh, elle est, euh, elle est simplement, il faut garder à l'esprit que l'idée, c'est d'arriver à un équilibre en fait entre son utilisation et l'utilisation d'autres alternatives. Il n'y a pas de solution miracle en fait qu'on pourrait appliquer du jour au lendemain, mais en fait une multitude de solutions qu'il est nécessaire de tester, d'évaluer, d'ajuster. Euh, et selon les différents motifs de déplacement. Et il faut également garder à l'esprit que quel que soit le changement, comme il s'agit d'un changement d'habitude et des habitudes ancrées profondément, il va prendre du temps. Donc voilà. Euh, donc maintenant, on peut peut-être passer à une partie un peu plus interactive. Oui, Allez, Franck. ouais. Alors, comme je te disais tout à l'heure, on a eu une question, une remarque sur Réseau Réseau pouce. Pouce. Ouais. Alors, sur Réseau Pouce, sentiment d'être abandonné. Réseau Pouce, donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est la pratique de l'autostop organisé. Euh, c'est une initiative extrêmement intéressante qui a un très fort potentiel. Ça repose, comme l'autostop ou comme le covoiturage, sur le fait qu'une voiture, d'une certaine manière, c'est un transport en commun de 5 places et que en se basant sur la solidarité des habitants des territoires, on peut justement se déplacer à plusieurs sur des courtes distances. Donc c'est un principe qui est très intéressant et qui marche plus ou moins bien selon les territoires et qui est très très largement dépendant non pas de la uniquement de la solidarité des habitants du territoire, mais aussi et surtout de la communication qu'on fait autour de ce système de déplacement. Euh, de manière générale, pour tout ce qui est covoiturage, euh, il est recommandé dans différentes... l'ADEME notamment recommande, Agence de développement euh,
environnementale de maîtrise de l'énergie, elle recommande que 75% d'un budget, par exemple, covoiturage, soit alloué pour la communication et l'animation sur le territoire. Ce qui a peut-être pêché sur le territoire concernant Réseau Pouce, c'est effectivement le manque d'investissement peut-être dans la stratégie d'animation et de communication. Euh, nos échanges avec les services techniques justement de CCMax ont permis de mettre en lumière que l'étude que nous menons actuellement pour la CCMax vient aussi interroger cette pratique-là et à l'issue de notre étude, des actions seront entreprises pour proposer, faire la promotion de différentes pratiques. Ça pourrait être réseau pouce comme ça pourrait être autre chose. À savoir où le territoire choisira euh, bah, de flécher ses investissements. D'accord. On a plusieurs remarques dans plusieurs commentaires sur les systèmes de transport collectif. Euh, Tout d'abord, une interrogation sur le système collectif fondé de circuits de bus alors que l'habitat et les entreprises est clairsemé. Est-il efficient s'il n'existe pas un système souple pour rejoindre les axes centraux? Le système bus est-il efficace s'il est rapide et régulier? Donc, sur les grands axes, il faudrait que ces grands axes aient des abris vélos sécurisés. Ou plus synthétiquement, quelles sont les pistes d'amélioration des transports en commun? Alors, pour répondre à ces questions et ces remarques qui sont très pertinentes, il faut bien évidemment, on peut que constater que effectivement les transports en commun des réseaux de bus dans les milieux périurbains et ruraux, euh, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi parce que les kilomètres, parce que l'habitat n'est pas dense, effectivement, parce que les kilomètres à parcourir sont très importants, et puis parce que du coup, ça a un coût aussi pour la collectivité qui peut être assez important pour avoir une offre compétitive et attractive. Euh, c'est du coup assez difficile. C'est un réseau qui est très utilisé aujourd'hui par les collégiens et les lycéens sur le territoire. Donc, il a un vrai intérêt pour eux. Il a un vrai intérêt parce qu'il leur permet de se rendre depuis leur domicile jusqu'à leur lieu d'études. Et de manière indirecte, il a aussi un intérêt pour leurs parents. Parce que si on n'avait pas de transport en commun, ça veut dire que les parents, alors je sais que c'est bien évidemment le cas pour certains, mais si en tout cas il n'y avait pas de transport en commun, les parents dont les enfants prennent aujourd'hui le transport en commun devraient probablement accompagner leurs enfants à l'école, donc et probablement en voiture. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, les transports en commun utilisés principalement par des collégiens et des lycéens, il va libérer aussi les parents d'une contrainte dans leur chaîne de déplacement. Donc ça va peut-être être aussi plus facile pour des parents de s'orienter vers un autre mode de déplacement que la voiture s'ils n'ont pas une chaîne de déplacement combinée. Euh, à savoir que si ils n'utilisent pas nécessairement la voiture pour accompagner les enfants à l'école, faire les courses, aller dans les loisirs et rentrer à la maison, si on arrive à diminuer cette combinaison de cette chaîne dans la journée, si on arrive au moins à retirer quelques éléments, il est plus facile d'envisager l'utilisation d'autres modes de transport. Ensuite, avoir des transports en commun sur des axes structurants, on est aussi assez d'accord là-dessus. Le transport en commun, il faut avoir à l'esprit de manière assez claire les liens qu'il existe entre l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la mobilité. Il y a
on l'expliquait tout à l'heure en introduction sur justement l'impact qu'a eu la voiture sur l'aménagement du territoire. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des théories d'urbanisme, le Transit Oriented Development, qui promeut effectivement le développement euh, de transports en commun sur des axes forts, mais ça va de pair aussi avec une certaine densité d'habitation à accroître autour de ces axes forts. Donc, il faut effectivement voir ce sujet non pas uniquement sous le prisme du réseau, mais également de tout ce qui l'entoure. Euh, voilà pour quelques éléments de réponse sur ces remarques. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais en tout cas, j'ai essayé d'apporter quelques éléments. Merci. On a également des commentaires sur le vélo. Euh, Mhm. Tout d'abord, est-ce que le réseau Lego accepte les vélos? Ce à quoi Max a répondu en commentaire que effectivement les vélos étaient acceptés à bord des lignes 1A et 2. Mhm. Euh, plusieurs tronçons, plusieurs revendications de tronçons manquants d'aménagement cyclable, Mhm. euh, de pistes cyclables notamment euh, sur sur le tronçon Angresse-Cap-Breton-Osgore. Ouais. Alors juste sur ce sujet, je voudrais signaler que on a posé la question dans le questionnaire sur le lieu d'habitation des répondants, et il se trouve que la commune qui a apporté d'une certaine manière le plus de réponses est la commune d'Angresse. Donc et il se trouve que dans la partie commentaires libre du questionnaire, un des points qui est revenu effectivement très souvent, c'était la nécessité de cette liaison en Grèce-Cap-Breton. Euh, donc liaison vélo. Donc ce message, qui a été évoqué dans le cadre de questionnaire, il est bien passé auprès des services techniques et auprès des élus. Il se trouve que actuellement la CC Max mène également une étude euh, sur le développement des aménagements euh, euh, vélo sur son territoire. Donc, il y aura des sorties de cette étude et un programme planification d'aménagement qui sera à prévoir à court, moyen et long terme sur le territoire pour favoriser la pratique. Euh, donc, et qui repose à la fois sur des flux de mobilité et également l'expression des attentes et des besoins des habitants. Merci, c'était très clair. Euh, on avait également en commentaire une question un peu plus sur la méthode de calcul du trajet domicile-travail. Mm. Est-ce qu'il est considéré en direct ou est-ce qu'il tient en compte d'arrêt pour déposer les enfants à l'école, par exemple? Alors, effectivement, dans la méthode de calcul sur le domicile, sur les domiciles travail, donc c'est une moyenne en tout cas du kilométrage parcouru, et effectivement, ça ne tient pas compte du trajet pour aller déposer les enfants à l'école, c'est la moyenne entre euh, un barycentre sur la commune de domicile et sur la commune de travail. Donc c'est cette distance-là qui a été considérée. Euh, et effectivement, mais c'est aussi amener les enfants à l'école. Alors ça pose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, le trajet domicile études, domicile école pour les enfants, pour pouvoir libérer les parents de cette contrainte, entre guillemets, même si on ne peut pas forcément considérer que c'est une contrainte de passer du temps avec ses enfants dans le cadre de ce déplacement. Euh, c'est quelque chose qui, à terme, il faut envisager via un transport en commun régulier, via de lignes scolaires ou via un rabattement à vélo
vers les établissements scolaires. Et bien sûr que si les conditions aujourd'hui ne le permettent pas, bah, il faut aspirer à ce que les établissements, à ce qu'on puisse relier justement les établissements scolaires avec des aménagements sécurisants pour que les collégiens et les lycéens puissent s'y rendre à vélo et pourraient donc libérer les parents de ce trajet, euh, de cette chaîne combinée et du coup et leur permettre plus facilement d'utiliser un autre mode de transport. Mais là, on est sur un concept ou une théorie et pas uniquement sur la situation actuelle. Disons, c'est à quoi on pourrait aspirer pour que les choses évoluent. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, il me semble qu'on a fait le tour des thématiques. Il y a effectivement des revendications sur le sujet de la piste cyclable Ouais. entre en Grèce et Cap-Breton. Euh, Mais c'était, je voudrais signaler aux nombreuses personnes qui ont répondu au questionnaire et qui ont mis ça dans les commentaires libres et qui s'expriment à nouveau aujourd'hui que le message a bien été passé et qu'il a bien été noté. Après, nous, on est simples intervenants, on ne peut pas parler, bien sûr, au nom des élus, ni au nom de la collectivité publique. voilà, bah, il me semble que toutes les thématiques qui ont fait l'objet de questions ont été abordées. D'accord. Bah écoutez, dans ce cas-là, on va peut-être conclure en remerciant la participation des personnes qui ont eu la patience de continuer à nous écouter malgré les problèmes techniques. On espère que cette intervention, qu'il y aura un montage de cette intervention et qu'elle pourra être diffusée de manière moins entrecoupée sur les réseaux sociaux et que du coup, des personnes qui nous écouteront plus tard en replay se seront intéressées. Donc merci également à ces personnes-là messages envoyés au futur, on espère que ça les aura intéressés également. Il y aura d'autres périodes de concertation dans le cadre de notre étude. Il y aura d'autres conférences qui seront à nouveau organisées sur le territoire pour permettre aux habitants de s'informer et d'être consultés sur différents sujets. Donc, je vous remercie pour votre attention que c'est toujours intéressant que le débat puisse continuer sur différentes plateformes. La mobilité, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose dont il faut discuter. Donc je vous y invite chaleureusement et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Euh, et merci à nouveau pour votre attention.